Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonsoir à tous. C'est difficile de prendre la parole derrière ce petit film qui est exemplifiant, qui nous montre la voie à suivre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'audace de se surpasser. Et c'est une question, parce que moi je mettrai un point d'interrogation après l'audace de se surpasser. En tout cas, c'est une question qui trouve une résonance dans l'actualité et qui trouve une résonance dans le temps présent. Dans une époque où nous sommes figés, dans une époque où il y a une sorte de blocage, il y a la peur de l'avenir, l'audace de se surpasser, c'est effectivement une question que nous pouvons nous poser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons demandé à des sportifs, en activité, presque en activité, de venir devant vous afin d'échanger avec vous. Parce que nous ne sommes pas sur une présentation, un grand oral, mais vraiment sur un mode interactif avec la volonté de vouloir discuter, échanger avec vous. Tout à l'heure, j'ai entendu dans le petit film que j'ai découvert en même temps que vous, apprendre et comprendre l'autre. Eh bien, c'est ce que nous allons faire pour que vous puissiez apprendre de nos deux interlocuteurs que je vais vous présenter, et également que nous, de notre côté, nous puissions apprendre, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un échange interactif. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Riyad Salem, qui est à ma gauche,
on va se tutoyer Riyad, hein, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, qui est un champion handisport, membre de l'équipe de France de rugby fauteuil, qui est un champion de basket handisport. Et je serais tenté de dire que se surpasser, pour lui, c'est presque un pléonasme, parce que depuis qu'on se connaît, je crois que tu fais ça tous les jours. Et que de l'audace, depuis la première fois que je t'ai vu, eh bien, ça te correspond. C'est-à-dire que Riyad est égal audace. C'est ce que j'ai pu voir notamment chaque fois qu'il a dû aller chercher des budgets, qu'il a voulu parler de son engagement, c'est toujours avec le moteur de l'audace. À ma droite, Olivier Linaud. On se connaît depuis peu, j'ai été complètement fasciné par le bonhomme, par sa lumière, par ce qu'il dégage, par ce qu'il fait, par son engagement, par ses activités, je dis bien ses activités. Il vous parlera de sa carrière de sportif, de son métier de sportif aussi, puisqu'il a enseigné le sport. Et c'est très sympa parce qu'ils se sont rencontrés il y a longtemps, hein, Riyad et Olivier. Et il vous parlera aussi d'une drôle de méthode, c'est-à-dire qu'il se sert des chevaux pour apprendre et comprendre l'autre. Alors, l'audace de se surpasser, je vais commencer par toi, Riyad. Quand tu entends l'audace de se surpasser, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Bonjour à tous. Alors, quand on m'a proposé ce sujet, je n'avais pas très bien compris la puissance du mot audace. Donc, j'ai été un peu chercher, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est avoir un peu de courage ou oser faire les choses, mais au fait, je me suis aperçu que ce mot audace était bien plus important, qu'il y avait énormément de définitions, qu'au niveau de la Révolution française, un monsieur a dit de l'audace, toujours de l'audace. Et c'est vrai que ça va beaucoup plus loin que juste d'oser. Et donc, j'ai voulu faire un petit peu ma définition à moi de l'audace, c'est d'en rendre l'impossible possible et de ne pas être guidé par la peur. Hier, j'entendais quelqu'un qui disait qu'il y avait deux éléments fondamentaux qui nous guidaient, qui étaient la peur et l'amour. Et ben moi, j'ai choisi l'amour. Et c'est vrai que quand on m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens pouvoir dire? Parce que, en fait, quelque part, dans notre vie, on est tous plus ou moins audacieux. Et après, je me suis rappelé ce que je faisais, non pas en tant que sportif, mais ce que je faisais dans les écoles, quand j'allais voir les gamins. Et je me suis souvenu pourquoi j'avais lancé ce programme. Et j'avais lancé ce programme parce que, à l'époque, un gamin avait demandé à sa maman si après l'école il allait mourir. Et c'était un enfant handicapé qui n'avait jamais vu d'adulte handicapé dans sa vie. Donc il n'avait pas de projection. Et cette directrice d'établissement m'a fait intervenir dans cette école pour expliquer que, ben, voilà, après l'école, on n'est pas obligé de mourir quand on est handicapé. Et je me suis aperçu qu'il y avait énormément de gamins qui pensaient que tous les handicapés naissaient handicapés. Et de là, en cherchant un peu, je me suis aperçu qu'on avait le taux de suicide chez les jeunes le plus élevé en Europe. Et je me suis dit, comment c'est possible? Comment un pays comme le nôtre, où on peut manger, où on peut se soigner, où on peut aller à l'école, que les gamins préfèrent mourir que de vivre? Et là, je me suis dit, on va lancer un programme pour leur mettre des anticorps psychiques et leur expliquer que la douleur, la violence, le malheur, tout ça fait partie de la vie. Et que si on est capable, entre guillemets, d'orienter, non pas par la peur, mais par l'amour, qu'au contraire, on pourra réaliser ses rêves et se reconstruire. Et que l'idée simple d'utiliser le sport comme outil pédagogique et éducatif, c'était audacieux. Arriver dans les écoles et dire, voilà, on va utiliser quelque chose qui n'a rien à voir avec de la psychologie, rien à voir avec de la philosophie, mais elle est juste jouée à la baballe, et de mettre des gamins qui ont leurs jambes, qui ont leurs bras, qui ont leur tête sur des fauteuils, je vous avoue que ça a été un peu violent au début, je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Et ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. On reviendra peut-être et certainement sur cette expérience que tu as vécue. Olivier Linaud qui aujourd'hui est le président délégué du club de basket féminin de Mondeville, qui joue en l'étage supérieur dans l'élite du basket français, qui travaille également à la mairie de Trouville-sur-Mer, et qui, dans son expérience, a connu le travail avec le handisport. Oui, bonjour à toutes et à tous.
Moi, j'ai eu la chance d'être tout de suite guidé vers le handisport lors de mes études de professeur de sport, que j'ai fait à l'UFR STAPS de Caen. J'ai découvert le handisport et j'ai trouvé que c'était un champ, à l'époque, incroyablement inconnu. Donc j'ai eu envie de mettre mon expérience, ma petite expérience de l'époque, au service du handisport. Et ça m'a servi tout au long de ma carrière. J'ai eu la chance d'être le premier moniteur handisport d'une commune de la ville de Caen en 1989, et puis d'organiser immédiatement des événements pas forcément handisport d'ailleurs, et d'avoir comme fil rouge tout au long de ma carrière cette perception qu'aucune pédagogie, qu'aucune éducation, qu'aucune formation ne peut se calquer, ne peut se dupliquer sans faire bien attention à celui qui est en face de vous et avec ses forces et ses faiblesses qu'on peut appeler handicap de temps en temps, mais c'est ce qui a vraiment fondé ma manière de travailler. Et puis j'ai suivi en parallèle une carrière administrative qui m'a emmené à la direction des services des sports de la ville de Caen, des services administratifs de la ville de Caen, et directeur général de la mairie de Trouville aujourd'hui. À travers cette expérience qui touche le handisport, quand on le regarde à travers du filtre de ce thème, aujourd'hui, l'audace de se surpasser, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement quand on regarde cette expérience handisport pour le lier à celle de Riyad, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à travers du filtre de l'audace de se surpasser? J'ai entendu depuis tout à l'heure, depuis ce matin, enfin, tous ceux qui parlent de l'audace, ils parlent du fait de se surpasser, ça veut dire de dépasser quelque chose qu'on ne croyait pas forcément possible, soit pour soi, soit pour les autres. Moi, ce qui a guidé ma carrière, c'était de rendre les autres audacieux, c'est-à-dire d'essayer de donner la force aux autres, de ne pas respecter forcément la limite que nous avait fixée notre éducation, notre expérience, nos limites physiques, le tout mélangé. Et j'ai trouvé que c'était à chaque fois le vrai bon moteur, le moteur de partir de ce qu'on peut faire, partir de ce qu'on sait faire, et puis de ne pas s'arrêter à la limite qu'on s'était fixée, que ce soit dans le travail, dans les capacités intellectuelles, dans les difficultés qu'on rencontre. Ce qui était important, c'était d'avoir l'audace d'y croire, d'avoir l'audace de passer cette limite, et sur qui on pouvait s'appuyer pour le faire. Mais comment fait-on ça? Parce que quand je t'écoute là, Olivier, quand tu dis effectivement rendre les autres audacieux, est-ce que c'est pas un peu présomptueux? Ah bah si, complètement. Mais être présomptueux, c'est avoir une limite à l'audace, ou pas en avoir. C'est ce qui est intéressant. On essaye toujours, je crois que les uns et les autres, on essaye tous d'être un peu meilleurs chaque jour, un peu meilleur pour les autres, un peu meilleur pour soi. Je trouve qu'on a un problème en France avec la prétention, l'orgueil, la vanité. On nous a appris qu'il fallait pas trop être prétentieux, pas trop être orgueilleux, et en même temps, ça serait bien qu'on soit champion olympique. C'est pas possible. Il y a un moment, quand les gens font de la vie publique, de la politique, du sport, il y a un moment, il faut qu'ils aient la prétention de croire en eux. Pas la prétention d'écraser les autres ou de penser qu'on est meilleur, juste la prétention de tenter quelque chose que d'autres ne vont pas tenter, ou de s'appuyer sur les autres pour le tenter ensemble. C'est ce qui est intéressant, Riyad, parce qu'on parle là de la philosophie qui guide le sportif. Le sportif, il est obligé absolument, qu'on soit valide ou handisport, de croire en lui et d'avoir cette présomption. C'est ça qui lui permet de se surpasser, d'avoir l'audace de se surpasser. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que moi, je ne suis pas rentré dans le sport parce que je voulais faire du sport. C'est aussi des fois des parcours qui sont au départ indirects. C'est-à-dire que moi, j'étais un gamin agité à l'hôpital, donc on a dit à l'époque, pour le calmer, on va le mettre au sport. Donc voilà, je suis arrivé dans le monde du sport juste pour que je foute la paix aux éducateurs de l'époque. C'est surtout c'était l'outil pour un petit peu canaliser notre énergie. Et puis de fil en aiguille, on s'aperçoit que le sport vous fait sortir de l'hôpital, vous fait sortir des centres, que c'est un espace de liberté, et que d'un seul coup, là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est que d'un seul coup, on tombe amoureux d'un sport, on devient passionné d'un sport. Et là où moi j'ai eu, entre guillemets, ce mot audace qui peut peut-être correspondre à mon parcours, c'est que je suis tombé amoureux du basket. Et alors le basket, quand j'ai voulu faire du basket, on m'a expliqué avec toute l'intelligence de la Terre qu'il fallait des mains pour faire du basket, ce qui était vrai en même temps. Mais bon, donc
un peu comme la blague, pas de bras, pas de chocolat, pas de main, pas de basket. Et j'avais plus les moyens aussi à l'époque, je vous avoue, d'acheter un maillot de bain que d'acheter un fauteuil roulant. C'est comme ça que je me suis retrouvé en natation. Mais je n'ai jamais lâché cette passion du basket. Donc même quand j'arrivais sur les bassins, j'avais ma balle de basket sous le fauteuil. Et dès que j'avais 30 secondes, et d'ailleurs ça cassait la tête à tout le monde dans la piscine parce que ça résonnait, on m'engueulait un peu en me disant tu nous emmerdes avec ta balle de basket. Et cette audace, elle se construit parce que, je n'ai pas lâché, et donc j'ai laissé le temps à la chance de venir vers moi. Et j'ai eu quelqu'un des Invalides, du cercle sportif des Invalides, qui était le coach de l'équipe, et qui m'a vu tout le temps avec ma balle, et qui m'a dit si tu as envie de faire du basket, viens. Et donc il m'a donné ma chance, et c'est de faire un joli pied de nez au destin, de se dire on n'a pas de main, et puis on peut faire du basket. Je débarque dans ce club, 86-87. 92, je fais mes premiers pas en équipe de France, et 18 ans d'équipe de France. Donc voilà, et je pense que le fait de ne pas avoir lâché et d'aller vers ma passion, vers mon rêve, m'a permis de faire une super belle carrière. Championnat d'Europe, championnat du monde, les Jeux Olympiques de Londres, mais c'est un rugby à Londres, non, c'est ça? Au rugby, oui. Je suis passé au rugby pour ma retraite après les Jeux de Pékin. Pour ta retraite? En fait, j'avais arrêté le sport de haut niveau, et comme l'équipe handisport s'est constituée de l'équipe de France de rugby, ils ont été chercher, entre guillemets, des sportifs paralympiques bien amochés, parce que dans le rugby, il faut être atteint des 4 membres, et pour essayer de constituer l'équipe de France. Donc au début, j'avais dit non et tout, et puis j'ai essayé, et ça c'est un peu comme la cigarette, l'alcool. Il ne faut jamais essayer, vous retombez dedans, et c'est reparti, et le haut niveau, et c'est voilà quoi. Donc les soirées, les week-ends, les vacances, tout y passe. Donc c'est un peu... Comme je vous l'ai dit, je souhaite que ce soit sur un mode interactif. J'ai posé une dernière question à Olivier, et ensuite ce seront des étudiants qui sont ici de l'IUT de Compiègne, de Dauphine et bientôt Sorbonne qui vont poser des questions, et ensuite on fera un jeu de questions-réponses avec vous qui êtes dans la salle. Olivier, quand on parle de se surpasser, d'avoir l'audace de se surpasser, je voudrais que tu nous parles un peu du travail que tu fais avec les chevaux, parce qu'avec les chevaux, tu pousses les personnes qui viennent te voir justement à avoir l'audace de se surpasser. Oui, en fait, j'ai découvert le horse coaching il y a maintenant quelques années, parce que justement j'ai consacré l'essentiel de ma carrière à manager des événements, manager des gens, manager des équipes. Et puis à chaque fois qu'on fait du management, on se réinterroge tous les jours et on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien tiré la quintessence de l'équipe, de l'individu? Et on cherche des méthodes d'incentive pour essayer de connaître le groupe, construire le groupe, découvrir les personnalités. Et après avoir fait comme tous les autres, c'est-à-dire avoir essayé d'utiliser des sports mécaniques, des sports d'aventure, j'ai découvert le cheval. Alors le horse coaching, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, on ne monte pas sur le cheval, ce qui déjà enlève toute une crainte de la plupart des gens. On intervient dans un rond de longe. Un rond de longe, ça ressemble un peu à une piste de cirque, mais elle est protégée, c'est un cercle, c'est un rond. Vous êtes au centre du rond, il y a toute une gamme d'exercices qui vous sont proposés, et vous avez le cheval comme miroir de ce que vous faites. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le horse coaching, c'est que le cheval, il est juste le miroir de ce que vous réalisez et de l'intention avec laquelle vous le réalisez. Alors on est dans une conférence, donc les mots comptent beaucoup, mais vous savez très bien que quand vous managez, ce qui va compter, c'est les mots et la bonne adéquation avec votre corps, avec ce qui transpire de vous. Quand vous êtes dans un amphi, comme aujourd'hui par exemple, la légitimité d'être derrière cette table et d'avoir le micro me donne la possibilité d'essayer de parler avec vous et de vous transmettre quelques idées. Quand vous êtes face à un cheval, il ne connaît ni votre grade, ni votre religion, ni votre savoir. Ce qu'il va juste faire, c'est réagir à ce que vous proposez comme action. Et quand vous managez, savoir que l'action que vous avez demandée à quelqu'un est comprise ou non, et réalisée ou non avec la bonne intensité, c'est vraiment l'art du management. Donc on a toute une gamme d'exercices qui permettent à quelqu'un de se mettre en situation d'être dirigeant, d'être le dominant du groupe, d'être au milieu du rond, et d'essayer d'interagir avec le cheval pour que le cheval marche, trotte, galope, s'arrête, fasse demi-tour. Et c'est très intéressant de voir quel comportement on peut avoir, puisque c'est évidemment filmé, et qu'ensuite on se re-regarde. Et l'avantage du horse coaching, c'est que ça nous permet aux uns et aux autres de nous réinterroger sur les actions
mais aussi sur notre manière de faire les choses, notre manière d'accompagner trop, de demander trop vite, de ne pas permettre l'échec, c'est-à-dire d'être toujours dans l'accompagnement pour que le cheval surtout ne fasse pas l'exercice qu'il ne devait pas faire. Et le cheval est un vrai révélateur parce que c'est un média incroyable. Il est beaucoup utilisé dans l'équithérapie aussi aujourd'hui, mais le cheval renvoie à l'individu et au groupe qui participe au horse coaching tellement d'informations que ça nous permet après dans des débriefings de faire progresser les uns et les autres. Bien se connaître et connaître ses limites avant de pouvoir franchir l'étape suivante, c'est-à-dire la volonté de pouvoir se surpasser. Mesdemoiselles, hein, c'est bien ça, hein, vous êtes étudiante à l'IUT de Compiègne et à l'université de Dauphine, et vous avez prévu des questions pour nos invités, donc on commence par qui? Il y a un micro qui est là. Je vous en prie. Rapprochez bien le micro et allez-y. Donc bonjour, j'avais une petite question en fait, de savoir pourquoi le handisport en France était si peu représenté médiatiquement. On a vu avec les JO de Londres, on a eu la chance de pouvoir voir ces athlètes qui ont pour moi beaucoup plus de mérite que des athlètes dits valides dans le sport, et pourtant qui sont beaucoup moins connus. Et je voulais savoir du coup la raison de ça selon vous, et est-ce que le handicap en France faisait peur du coup? Oui, il y a 2 questions. C'est quoi votre prénom? Parce que ma maman, elle m'a dit de ne pas parler aux inconnus, donc... Pourquoi le handisport ou les Jeux paralympiques ne sont pas aussi reconnus en France? Ils sont reconnus par un petit milieu. Sauf qu'après, vous savez que dans toute démocratie, il y a des univers et des pouvoirs de décision dans des domaines. Et qu'à un moment donné, ce qui fait la reconnaissance dans notre monde aujourd'hui, quand on est dans ce milieu-là, c'est les médias. Aujourd'hui, on est reconnu par le ministère, puisqu'il y a eu des avancées, les athlètes paralympiques touchent les mêmes primes que les athlètes olympiques, qu'on a au niveau des installations, que ce soit à l'INSEP ou dans les CREPS, accès aux mêmes infrastructures. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas la médiatisation. Et la médiatisation amène les partenaires, amène les financements. Donc c'est une petite boucle où il y a une étape qui est cette médiatisation. Quand vous allez voir des médias, les médias, ils vous mettent handicap catégorie sociale, pas sport. Donc automatiquement, si nous on est dans le social, eh ben, on est tout de suite les sportifs en situation d'échec, parce qu'au final, tous ceux qui sont déjà dans le sport sont sortis de la boucle du social, sont sortis de la boucle de l'assistanat, ont pris leur destin en main. Donc on ne peut pas correspondre. Si vous voulez faire un sujet pleurnichard ou quelque chose, vous ne pouvez pas le faire avec des gens comme nous. Parce que nous, voilà, la victimisation, on n'est plus dans cette culture. Voilà, on part quelque part devant notre destin. Et c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Donc le jour où on va avoir, entre guillemets, ce qui commence à le faire, heureusement qu'on a des journalistes comme ça, qui de temps en temps nous donnent une petite place, mais ce n'est pas encore culturellement. Moi, je suis toujours déçu de me dire, bon, il y a l'histoire de ce pays et de comment le handicap a été géré depuis toutes ces années. Le fait qu'on est un grand pays et qu'on est très institutionnalisé fait qu'on a été déconnecté du monde du quotidien. Donc pour nous soigner, pour nous éduquer, on nous a mis dans des centres. Et c'est vrai qu'on nous a soignés, on nous a éduqués, sauf que l'expression loin des yeux, loin du cœur, le jour où on est sorti de ces centres et qu'on allait arriver dans le monde entre guillemets ordinaire, personne ne nous attendait. Et d'ailleurs, on leur a fait peur. Hein. C'est quoi, c'est Halloween, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent d'où ces gens-là? Et en plus, on met des lois en leur disant, vous n'avez pas été à l'école avec eux, mais maintenant vous allez bosser avec eux. Donc il y a aussi cette notion de peur, d'incompréhension. Et soit on est dans la catégorie, on va vous donner de l'argent pour aider les braves handicapés, et ou sinon, on ne sait pas très bien comment se positionner avec la personne qui réussit. Alors que tout ce qui a été fait, ces opérations, cette éducation, c'était exactement pour qu'on soit des êtres, entre guillemets, autonomes, des citoyens indépendants et tout ça. Eh bien, on ne comprend pas. Parce que le mot handicap nous ramène vers quelque chose de très charitable. Voilà. Donc, je pense que... Olivier ? Juste un petit éclairage de ce que j'ai vu en tant qu'entraîneur, parce que j'ai entraîné beaucoup de personnes handicapées et dans les piscines au départ. Je dis dans les piscines parce que c'est encore plus violent de voir quelqu'un à qui il manque une jambe, un bras ou les deux, ou d'être en fauteuil dans une piscine, parce que vous êtes quasiment à nu dans une piscine, vous avez qu'un maillot de bain.
on a un vrai problème avec l'image et le côté j'ose pas venir voir. C'est difficile de venir voir. C'est exactement l'inverse qu'avec le sport féminin. Je vais peut-être faire un peu... Il y a beaucoup de filles dans la salle. Je m'occupe maintenant d'un club de basket féminin. Et on a vraiment une perception là du corps, de l'esthétisme, de la beauté féminine. Et beaucoup de partenaires adhèrent avec nous parce qu'il y a ce côté-là. Et quand il y a le handisport, on n'est pas encore formé à voir régulièrement des personnes handicapées à l'image. Et j'ai été très choqué, c'était remarquable quand à Sochi, il y a eu une chute d'un mec qui était en fauteuil assis et qui prend une gamelle incroyable, quoi. Et ça nous a tous beaucoup plus touchés que quelqu'un de valide qui prend la même gamelle. Et pourquoi ? Parce qu'on est préprogrammé à se dire, entre guillemets, il n'a déjà pas la chance d'être comme nous, et en plus, il a cette chute, quoi. Donc il va falloir qu'on travaille surtout sur l'image de la personne handisport et faire que le handisport, c'est quelqu'un qui à un moment fait une activité physique, j'allais dire, comme les autres, et qu'on peut même mélanger, parce que régulièrement maintenant, on a des activités qui peuvent se mélanger, bien sûr. Et je vais rajouter un petit commentaire, moi, homme de médias qui travaille sur une chaîne cryptée. On a fait de gros efforts pour aller vers le handisport, et malheureusement, on ne l'a pas assez souvent fait. C'est de notre faute si le handisport n'a pas été si souvent filmé. Mais le reproche que je fais, c'est quelque chose que je dis à l'antenne depuis les Jeux Olympiques de Londres, c'est de la faute des téléspectateurs aussi. Pourquoi ? Parce que les Jeux Olympiques de Londres ont été un énorme succès. Les Jeux Olympiques de Londres ont montré que le handisport a sa réalité. Un succès incroyable. Et que s'est-il passé dans le quotidien des clubs ? Personne. Personne n'a été voir les compétitions de tous les jours. Et on martelait, allez dans les clubs, allez-y. Et on se rend compte à travers ça, en fait, qu'il y a une dramatisation, alors que nous recherchons, quand on filme une compétition, qu'elle soit valide ou handisport, on va mettre 50 caméras dans un stade, on va raconter une histoire qui ne sera pas montée de la même manière dans un stade lambda, dans une compétition classique. Et là, il y a une sorte de déception chez le téléspectateur, ce qui fait que, par exemple, le label bleu-blanc-rouge, les équipes de France, quel que soit le sport, fonctionnent. Pourquoi ? Parce qu'on a créé une dramatisation. On l'a vu récemment avec le rugby féminin. Ça a très bien marché lors de la compétition. Mais là, aujourd'hui, par exemple, il y a des filles en rugby féminin qui jouent. Il n'y a pas plus de 100 personnes dans le stade. Donc je crois que c'est un effort de tous. Nous, les médias, on va encore faire des efforts. Mais aussi, vous, et je compte sur vous, ambassadeurs, allez dans les stades handisport. Dites à vos amis d'aller dans les stades handisport. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on y arrivera. C'est avec des petits lits qu'on fait des rivières et des rivières qu'on fait des océans. Une question. Bonjour, Louise de l'Université de technologie de Compiègne. Alors j'ai une question assez générale. Ce serait, être audacieux revient-il toujours à faire un pari ? Parce que si ce qui est souhaitable, en fait, c'est de rendre l'impossible possible, est-ce qu'il n'y a pas finalement une part d'incertitude derrière l'audace ? Et est-ce qu'on ne prend pas le risque, justement, d'échouer ? Voilà. Olivier ? Yann, Olivier ? Bien sûr qu'on prend le risque d'échouer. C'est pour ça que c'est beau de réussir. Il n'y a aucun plaisir à réussir quelque chose que vous étiez sûr de réussir. Cette culture de, entre guillemets, de l'échec, vous lirez des grandes phrases qui vous expliqueront qu'on apprend plus de ces échecs. Moi, je pense qu'on apprend plus de l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais on est obligé d'avoir des mauvaises expériences. J'entendais tout à l'heure des gens qui disaient on a peur d'entreprendre en France, c'est difficile d'entreprendre parce qu'on veut tout maîtriser. Et c'est vrai qu'on nous apprend ça. On nous apprend à pas faire ceci, à pas trop faire cela, à vérifier si ici on est bien dans la commission de sécurité, combien il y a de personnes. On est encadré de législation qui nous oblige à réfléchir sur puis-je le faire ? Ai-je le droit de le faire ? Est-ce que je m'autorise, moi, à faire ça ? On le voit avec tout le travail que fait Silver dans le sport et l'intégration. Il ne va pas vous en parler, moi je vais vous dire qu'il fait un travail exceptionnel. Il y a des gens qui s'interdisent des choses. Mais dans le sport, dans l'entreprise, dans la vie tout court, ils se bloquent eux-mêmes parce qu'on leur a dit, voilà, jusque-là, tu avais le droit et là, peut-être tu n'as pas le droit. Et ce pari, cette audace, le fait de tenter, c'est ce qu'on glorifie aujourd'hui en France. On a une équipe, vous avez, lui, il est formidable parce qu'il a tenté des choses. Mais alors que souvent, tout le reste de l'équipe est formidable parce qu'ils ont suivi un mec en sachant que peut-être ce qu'il allait faire, on n'était pas sûr de réussir. Quel est celui qui a le plus de valeur ? Celui qui était devant et qui courait devant en disant « Regardez, je vais réussir ». Parce qu'ils me poussent tous, ou tous les autres qui poussent quand même, en se disant on n'est pas sûr de réussir, on va peut-être aller avec lui à l'échec. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir des gens qui valorisent l'envie de faire,
de tenter quelque chose. Et qu'on arrête mais ça tout le monde dit ça depuis des années, qu'on arrête de juger les gens quand ils ont échoué. La France est un pays bizarre pour le sport et pour les managements. On dit aux enfants, tu dois faire du sport, entraîne-toi, lui il a envie de gagner, qu'il soit en poussin, pupille minime, et puis à un moment on lui dit, mais il faut quand même que tu passes ton bac, assure ta scolarité, ce qui est très intelligent évidemment, mais en même temps on attend à ce qu'il soit champion olympique aussi. Il faut de temps en temps faire un choix, et on s'aperçoit que la plupart des gens qui sont heureux sont ceux qui ont tenté quelque chose et réussissent ce quelque chose, parce qu'ils ont eu à un moment l'énergie de dire, je vais le faire, on m'y attend pas et j'y vais. Juste avant que tu répondes, je voudrais juste rajouter une petite chose. Il faut le voir dans la vie de tous les jours, parce que je me souviens, moi, d'un jour, c'était sous les ordres de la République, à l'Assemblée nationale, où on était tous comme moi, là, en pingouin, cravatés, et il y avait notre riade qui allait à la pêche au budget, qui distribuait sa carte à tout le monde, qui bousculait les députés, les plus grands patrons. Et là, l'audace de se surpasser, c'est ça, en fait. Quelque part, tu dois te dire, quand on te regarde, on ne peut rien contre moi. Je ne me dis pas quand on me regarde, on ne peut rien contre moi. Je vais revenir, c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus profond. La première audace, c'est avec soi-même. C'est de lutter contre l'auto-exclusion, de s'interdire d'eux. Si tu t'imposes toi-même tes limites, déjà, la société, ce monde te donne des limites. Si toi, tu t'interdis les choses, alors tu es condamné à avoir, entre guillemets, une vie où tu vas subir les choses. Par contre, si tu t'autorises à te dire, ok, j'ai tous ces défauts-là. Tu fais un état, hein, il faut quand même, une petite analyse ou je sais pas quoi, mais un petit scan à l'intérieur de soi-même. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, ou qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Tu fais un petit état des lieux de tout ça, et après tu dis, voilà, ouais, dans quelle direction je vais. Souvent on me parle du sens de la vie. Moi, le sens de la vie, c'est le choix, mais le sens purement bête de la direction. Donc la direction que tu vas prendre. Et là, ne pas avoir peur de l'échec. Parce que dans ce beau pays, je dis toujours ça, on est victime de nos succès. On est victime parce qu'on a permis à plein de gens d'avoir une éducation, d'être brillants. Et ces gens sont tellement intelligents qu'ils se projettent très loin. Et que comme ils se projettent très loin, ils anticipent le truc et ils se disent, oula, il y a un risque, j'ai pas envie d'être ridicule, je n'ai pas... Donc quelque part, ils s'interdisent la chose. Et moi, je rappellerai juste une chose, c'est que quand on étudie, quand on apprend, c'est dans ces moments-là qu'on a le droit de faire des erreurs. Et il faut les faire. Parce que je ne connais pas de médecin qui arrive, qui n'a pas opéré, qui n'a pas essayé, qui ne s'est pas planté avant d'être un grand médecin. Je ne connais pas celui qui va déminer les bombes. Voilà, c'est parce qu'il a fait peut-être des centaines et des centaines de plantages et d'erreurs qu'aujourd'hui, quand il est face à une réalité, il peut sauver des vies. Il peut désamorcer la bombe, il peut opérer le cœur, il peut faire ci. Donc, ne surtout pas négliger cet espace-temps où on se plante. Nous, les sportifs, avant que je puisse mettre un panier avec mes pattes d'ours, j'en ai pris des années. Et aujourd'hui, je fais partie des meilleurs marqueurs de mon équipe, mais ça a été un travail. Et ce n'est pas l'échec qui m'a alimenté. C'est qu'à chaque fois que j'avais un échec, je me disais, je vais y arriver. C'est-à-dire que c'était un stimulant. Et je me donnais une limite, en me disant, bon, vraiment, si j'y arrive pas, je passerai à autre chose. Il y a tellement trop de trucs à faire aussi, mais je vais aller au bout quand même. Et c'est d'aller au bout, c'est de ne pas abandonner en cours de route. Parce que la chose la pire, c'est que chaque combat qui n'est pas mené est perdu d'avance. Ça, c'est garanti. Mais chaque combat qui est mené a une chance d'être gagné. Donc vous comprenez maintenant ce que je vous disais tout à l'heure, quand il s'est pointé à l'Assemblée nationale et qu'il a bousculé tout le monde, on a dit « Ok, il n'y a pas de souci, on va vous suivre ». Parce que je n'ai pas eu peur du refus. Ouais. On me dit oui, on me dit non. Si on me dit non, je continue à boire un coup, et puis bon, alors, voilà. Juste une question avant qu'on passe à la suivante. La première fois que tu as vu le panier rentrer, le ballon plutôt rentrer dans le panier de basket, là tu te dis « C'est bon, j'ai réussi ». Non, je me suis dit c'est de la chance. Mais tant que j'arrivais pas à en mettre au moins à plus de 50-60% d'affilée, c'était voilà. Mais non, mais c'était un grand bonheur.
Une autre question? Bonjour, donc, je m'appelle Célie et je suis aussi de l'Université de technologie de Compiègne. Et je voulais savoir si justement se surpasser, avoir l'audace de se surpasser dans le sport, donc dépasser sa peur, est-ce que au final c'est pas le meilleur moyen, le sport, pour justement oublier et parfois s'oublier avant d'atteindre justement l'impossible qui devient possible? Ouais, se dépasser dans le sport. Enfin, le sport, on va essayer de sortir un peu de la question, si tu es d'accord. Dans tout, quoi. Voilà. Dans tout, pas que dans le sport. Le sport, il a un avantage, c'est que c'est un résumé de la société. Dans le sport, tu vas trouver des dominants, des dominés, des gens qui restent dans leur zone de confort, des gens qui vont chercher l'inconfort, des gens qui veulent gagner, des gens qui ne veulent pas perdre. C'est pas la même motivation. Attention. Je te coupe juste un instant, en admettant que le sport est injuste, parce que le sport est injuste. On croit qu'il est juste, mais il est injuste. Partons du principe que le sport est injuste. C'est la vie qui est injuste. Et comment voulez-vous que je joue au basket contre lui? J'ai aucune chance. Par contre, dans le basket, dans la vie, je vais avoir une place dans l'équipe qui va me permettre de jouer contre lui. Pas dans le même poste, pas sur le même poste, mais je vais jouer contre lui. C'est pour ça que c'est injuste. Ce qui importe, c'est que dans le sport, je trouve, le sport nous prépare à un truc, à manager. Pas que le sport, la culture aussi. Je prends l'exemple quand j'ai des jeunes managers devant moi qui sont un petit peu paumés et qui ont un petit peu de mal à retrouver leur chemin. Je leur demande quel rôle ils avaient quand ils étaient plus jeunes et qu'il y avait des jeux d'organiser dans leur famille. Quel rôle ils avaient quand ils étaient garçons qui voulaient jouer au foot dans la cour de récréation. Vous avez déjà vécu ça sans doute au moins une fois dans votre vie. Si ce n'est pas vous qui faites les équipes, vous êtes choisi un moment par quelqu'un. Donc on prend les deux plus balèzes pour jouer, après les deux moins balèzes, les deux moins balèzes, et on arrive à la fin, c'est un nombre impair, ils sont 3, et on veut jouer. Et il y en a un qui dit, prends ces deux-là, je prends celui-là. Imagine la route que ça a fait. Hein. On est 10, tu es déjà dans les 10 derniers, dans les 2 derniers, et on te donne 2 pour 1. C'est un exemple de ce qu'on fait dans tous les jours dans notre vie, quand on manage un événement, la vie sociale, la vie familiale, on prend des repères, des règles qu'on se fixe, et puis après on essaye de faire la meilleure équipe. Donc le plus important dans se surpasser, bon, en ce qui me concerne en tout cas, c'est d'essayer de prendre l'équipe qu'on nous donne, quelle qu'elle soit, avec ses forces et ses faiblesses, et d'en tirer le meilleur. Et qu'à la fin, je vais prendre un exemple exprès, le petit gros soit aussi content de participer à la victoire de l'équipe. Ce qui me guide, c'est quand je vois dans les clubs qu'on subventionne avec une mairie, c'est de voir des éducateurs qui, parce qu'ils sont bénévoles, veulent que le match soit gagné, parce qu'ils sont payés de la victoire de leur équipe. Et du coup, le petit gros, il reste sur le banc et il ne joue pas. C'est la limite du sport et de vouloir gagner, de se surpasser. Se surpasser, c'est faire que son équipe en entier participe, faire que tout le monde ait donné son potentiel, même si tu perds à la fin. On parlait tout à l'heure de celui qui gagne. Je m'excuse, quand il y a 2 boxeurs, celui qui perd, c'est un héros aussi. Hein. Il était là, il en a pris plein la gueule et il revient. Celui qui gagne, il est encouragé, il a gagné. Donc il revient, je trouve, avec moins d'énergie que celui qui vient de perdre. Eliade ? Mais moi, j'ai une autre position. C'est que, en fait, si on parle du sport, c'est tellement vaste que tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire que vous pensez bien que le gars qui fait de la Formule 1, ou que le gars qui fait des échecs, ou que le gars qui fait de la pétanque, ou que le gars qui fait du foot, sont dans des univers qui sont complètement différents. Donc, dès qu'on prend le sport avec le grand S, tout le monde s'y retrouve. Et après, vous disiez d'oublier. Moi, bien au contraire, moi, le sport, c'est un peu comme cette phrase qui dit il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. C'était pas franchement au début, comme je l'ai dit, quelque chose de conscient en fait. C'était juste une envie, je savais pas que c'était pas possible, mais j'y étais. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de l'impact du sport, de ce que ça avait, ça m'a pas du tout fait oublier ce que j'étais. Au contraire, ça m'a mis en paix avec ce que j'étais. Ça m'a permis de m'accepter, comme tu dis tout à l'heure, quand on est en maillot de bain et qu'on est au bord du bassin et qu'on a des moignons parce qu'on n'a pas de jambes, parce qu'on est machin, et que d'un seul coup, on voit bien qu'on n'est pas le même critère de canon de beauté que les autres, mais qu'au début, on te voit arriver sur ton fauteuil, tu plonges, machin, et puis après, tu fais ta performance, tu sors de l'eau, et là, c'est plus du tout le même regard. C'est plus le mec à qui manque des morceaux qui est rentré dans l'eau. C'est le mec qui devient un champion qui sort de l'eau. Et le sport a cette capacité-là. Il y a un moment donné de
de remettre les choses à leur place. C'est que la performance, ou tout ce que j'ai fait, moi, c'était pas en me disant pour me venger, ah, je suis handicapé, alors machin. Non, non, pas du tout. C'était au contraire, aujourd'hui, j'affirme, quand on parle de différence ou quand j'entends des gens, bon, des fois, je taquine pas avec ça, quand on met le mot valide ou handicapé, machin, bon, ça reste encore dans la sémantique quelque chose. Voilà, moi, je dis des personnes ordinaires, et puis comme on est tous différents, nous, on est un peu plus différents que les autres. Mais au final, c'est au contraire faire accepter la différence. C'est en acceptant la différence, en n'uniformisant pas les choses, qu'on va pouvoir, entre guillemets, être vraiment dans sa passion, se dépasser et ne pas avoir peur de perdre. Et de ne pas avoir peur du jugement des autres. Mais je reviens toujours sur ce truc, c'est d'abord une histoire avec soi-même. Et si on ne passe pas cette étape-là, de se mettre à poil, vraiment de se mettre à nu, c'est difficile de passer toutes les autres étapes et de devenir un champion. Voilà. Donc je pense au contraire, ça nous permet, le sport, de connaître nos limites et d'aller au bout de ce qu'on est. Et après, comme tu l'as dit, c'est quelque chose aussi de collectif, où chacun trouve sa place. Il y a des mecs qui sont des porteurs d'eau. On va prendre un peu l'exemple du basket, qui bloque pour que l'autre passe, pour qu'il aille shooter, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus adroit, parce que... Voilà. Et à partir du moment où chacun trouve sa place dans le jeu, on ne forme plus qu'un. Effectivement, moi qui suis un ancien sportif de haut niveau, il y a ce moment qui est magique, hein, c'est quand il y a une osmose dans une équipe, entre tous les membres de cette équipe, il y a un instant, quelques secondes, où on n'a pas besoin de parler, on a juste besoin de se regarder, même sans se regarder, de sentir qu'il y a vraiment une union, et ça c'est vraiment magique, que ce soit de haut niveau, même de bas niveau, hein, peu importe, mais il y a ce moment qui est incroyable. Une question, jeune fille. Bonjour. Je m'appelle Alice et je suis à l'Université de technologie de Compiègne aussi. Certains athlètes ont recours à des injections antidouleurs pour empêcher leur corps de sentir la douleur. Donc est-ce que vous pensez que l'audace dans le sport, ça va jusqu'à essayer de dépasser son propre corps et ses propres capacités physiques Le dopage dans le sport. Oui. On est filmé là, hein? Oui. Non, c'est un sujet super compliqué, le dopage. On a le droit de se doper quand on est président de la République ou Premier ministre, c'est-à-dire de prendre des produits qui seront sur une liste interdite au sport. Hein. Voilà, c'est quand même ça le dopage. Hein. C'est qu'il y a des gens qui ont dit ces produits-là sont interdits parce qu'ils vont renforcer une capacité physique ou une capacité physiologique. Et c'est la course, depuis des années, c'est la course entre celui qui a trouvé le bon produit qui n'est pas encore sur la liste et celui qui le prend et pas le prendre. Et là, on a une limite de l'éducation, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des gens qui ne supporteraient pas de prendre un produit parce qu'ils auraient l'impression qu'en gagnant avec ce produit-là, en fait, ils n'auraient pas gagné. Et puis, il y a des gens qui sont dans un cycle, c'est pour ça qu'il ne faut jamais jeter la pierre, je trouve, à celui qui prend du dopage, parce qu'il est dans un cycle où sa vie en dépend. C'est-à-dire qu'il s'est construit en rêvant d'être champion olympique de boxe, en rêvant d'être champion olympique tout court, enfin, ou champion du monde. Et puis, il va prendre le produit qu'il sait interdit, mais il se dit, il va se dédouaner en disant les autres le font aussi, on m'a dit qu'avant, voilà. Et puis il prend le produit, et puis il franchit la limite. Et là, ce en quoi c'est pas de l'audace, à mon sens, hein, c'est que c'est contraire à certaines valeurs. L'audace, c'est aussi un moment de faire quelque chose, mais avec des valeurs. Je prends l'exemple quand les gens sont dans l'obligation de réussir. Regardez bien ceux qui ont réussi dans la vie. Il y a celui qui a réussi parce qu'il a pris une bonne décision à un moment, il a décidé de créer sa société, il est fonctionnaire, il quitte son rôle de fonctionnaire et puis il crée sa société. Là, il y a une vraie audace parce qu'il était en sécurité, il n'avait pas de problème et puis il tente quelque chose de compliqué parce qu'il en a besoin, il en a envie. Et puis il y a celui qui s'est fait malheureusement licencier ou qui a raté sa première boîte et il a une seule autre option, re-réussir. Il n'a pas d'autre choix, soit il recule, soit il tombe, soit il re-réussit. Riyad, pour nager, au départ, il disait tout à l'heure, moi je l'ai vu nager, hein, il disait j'avais pas de main pour jouer au basket, mais il n'avait pas de main pour nager non plus. Hein. Essayez de nager, de vous allonger dans l'eau et de nager sans les mains. À un moment, il a choisi de le faire quand même, de travailler quand même, et prendre des produits, pour revenir à ta question et conclure, entre les antibiotiques qu'on peut prendre parce qu'on est malade à ce moment-là, les corticoïdes qu'on peut prendre ou la ventoline parce qu'on a un problème d'asthme et qui va te permettre de mieux respirer. La limite est tellement compliquée que la seule limite qui vaille, c'est la limite que ton éducation a imposée. Et ça, c'est ça qui est compliqué. Mais sinon, on continuera toujours à courir derrière le dopage. Et pour jeter un caillou, un pavé dans la mare, moi, je suis pour le dopage.
Je suis pour qu'on le légalise. Je suis pour que des vrais toubibs travaillent, qu'il y ait des comités d'éthique avec des vrais sages qui disent à un moment, attention, là on est en train de transformer quelque chose qu'on ne pourra pas récupérer. Et puis d'autres qui disent, eh ben, la créatine, parce qu'à une époque c'était interdit, ben, la créatine ça va permettre aux muscles de récupérer plus vite et on va l'autoriser. Le PO c'est possible que dans ces cas-là, c'est possible qu'à ces injections-là, c'est-à-dire à quelle dose, parce qu'il y a du dopage puis il y a la quantité de dopage. Donc il faudrait qu'au lieu de se cacher, puisqu'on n'a pas réussi à courir derrière et on court toujours derrière, il faudrait à un moment en autoriser une partie, permettre à des vrais toubibs, des vraies universités de chercher, parce que je pense qu'une fois de plus, quand on aura trouvé le bon médicament qui permet à quelqu'un de courir plus longtemps, on permettra avec ce même médicament qui est aujourd'hui détourné à l'envers, à quelqu'un qui a du mal à marcher, de marcher plus longtemps. Et ça vaudrait le coup quand même d'y réfléchir 2 minutes, sans tomber dans le délire du le dopage, c'est pas bon. Juste un bémol, moi, c'est qu'il faut faire attention au dopage de riches et de pauvres, dopage des pays riches et des pays pauvres, parce que c'est une histoire aussi de gros sous. Riyad. Mais je suis d'accord. Merci, Riyad, c'est gentil. Non, mais pourquoi je suis d'accord? Parce que il y a eu tout ce scandale avec, à l'époque, Pistorius, il a des prothèses, machin, il court plus vite que les autres. On accepte que pour une Formule 1, pour les skis, qu'on aille dans la technologie. Pour l'humain, on ne le fait pas. Et les gens se mettent en danger et meurent. Et qu'à partir du moment où on sait que le public, les sponsors, les médias en veulent toujours plus, c'est pas possible. Donc à partir du moment où il y a une demande qui est insoutenable physiquement, il faut accompagner ça. Il faut être honnête, il faut arrêter d'être dans l'hypocrisie, donc je suis complètement d'accord avec toi. Après, je vais revenir sur un truc un petit peu plus basico-basique, sur cette notion de douleur. Je vais te dire quelque chose qui va un peu te surprendre, mais j'ai la chance aujourd'hui de choisir mes douleurs. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais gamin ou ado. Et le sport, les douleurs que je me procure, c'est des douleurs qui me rendent plus fort. Tu vois? Donc, le luxe, aujourd'hui, parce que la nature, la vie n'aime pas le vide. Donc, si tu t'imposes pas tes douleurs, c'est elle qui va t'en imposer. Donc, si tu as déjà quelque chose, la place est prise. Et moi, quand je me fais mal au sport, quand je vais au rugby, quand je me fais péter les dents ou casser une côte et tout, j'ai conscience de ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose que je subis. Tu pourrais me mettre une claque dans la rue et que je n'ai pas choisi, je serais peut-être plus choqué que d'avoir une épaule déboîtée ou voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi cette notion de sa nature, de pouvoir l'exprimer. Et moi, c'est vrai que quand j'étais en Italie, on m'a proposé aussi de la créatine. J'ai pas voulu parce que ce que je vivais en termes de douleur, la notion de douleur dans le sport, c'est sûr que je me fais mal, mais voilà, c'est une douleur qui est quand même vachement plus agréable, quoi. Olivier? Pour revenir sur l'audace et le handisport, moi j'ai assisté à quelque chose il y a quelques années à Oslo. Il faut savoir que les anneaux olympiques ne sont pas donnés aux athlètes handisport parce qu'il y a plusieurs fédérations internationales et qu'aujourd'hui, elles ne s'entendent pas entre elles. Ce n'est pas parce que le CIO a refusé les anneaux olympiques, c'est parce qu'il y a plusieurs fédérations qui ont été créées dans l'histoire. Une pour les gens en fauteuil roulant, les autres pour les gens infirmes moteurs cérébraux et les autres encore pour les gens déficients visuels, puisque les déficients visuels et aveugles font partie d'handisport, alors que les sourds et malentendants ne font pas partie d'handisport. Maintenant, c'est intégré. C'est pas le cas à l'époque. L'IBSA, International Blind Sport Association, avait décidé d'interdire le cécifoot, c'est-à-dire le football pour des gens qui sont aveugles ou malvoyants et qui se bandent les yeux pour le faire, et qui jouent dans une sorte de rectangle où le ballon ne peut jamais sortir. À l'époque, c'était un grand débat, on parle de ça il y a 25 ans, où on disait, non, il se blesse de trop, il se tamponne évidemment, parce qu'il ne se voit pas, il cherche un ballon qui fait du bruit avec des gros lots dedans, enfin c'était un truc de fou, quoi. Et nous tous, les valides, on était dans un amphithéâtre à peu près comme celui-là, et on disait, il faut faire attention, il faut qu'on protège et tout ça. Et puis un Brésilien aveugle a pris la parole, et il a expliqué la passion, l'amour qu'il avait pour le football. Et il a dit, quand Ayrton Senna prend sa Formule 1 et fonce à 300 à l'heure dans un virage et a une chance sur deux de se mettre la tête dans le mur et d'y rester, il n'y a pas un d'entre vous qui vient lui donner une leçon pour lui dire « mais tu n'as pas le droit de faire ça, c'est trop dangereux, ta femme t'aime, tes enfants t'aiment ». À nous, vous nous dites « on n'a pas le droit de se tamponner ». Laissez-nous nous tamponner, on veut juste marquer un but et on a le risque de se tamponner, mais on va évidemment prendre ce risque, assumer ce risque et avoir l'audace de tenter quelque chose entre nous. Évidemment, une fois qu'il a eu fini sa petite intervention, tous les gens qui avaient dit non au départ ont applaudi, et ça existe, et aujourd'hui c'est un des sports les plus valorisants pour les personnes aveugles dans le monde entier. Merci, même si je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur le dopage, je vous remercie pour vos interventions.
Et si je non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se doper. Je dis juste que là, mais c'est pas ce qu'on a dit. Mais... Non, j'ai bien compris. Oui, il faut faire attention. Non, j'étais juste en train de vous dire. On n'est pas pour la légalisation du dopage. J'ai bien compris. Vous êtes pour le contrôle. Mais moi, ma crainte aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société à plusieurs vitesses. Et si nous avons une société à plusieurs vitesses, forcément, on aura un dopage à plusieurs vitesses. Il y a certains pays où n'ont pas les laboratoires et les produits et la chimie pour développer le dopage comme il se doit et comme il le faut, et ça c'est un danger. Ce qui veut dire que l'Amérique et la Chine vont gagner, c'est déjà le cas. Hein. Pas forcément, pas forcément. De temps en temps on s'en sort, nous les Français, puisque nous avons quelques champions. Mais techniquement, dans les sports automobiles, aujourd'hui, je vois pas trop de pays africains qui gagnent les championnats de Formule 1. Donc voilà, l'injustice est là, et tu l'as dit toi-même, c'est toi qui as dit que dans le sport c'était injuste. Le sport est donc injuste, après, il faut assumer cette injustice. Forcément, parce que je suis plus fort que lui en basket, mais surtout parce que je suis plus grand. Une question. Bonjour, alors je suis Léa aussi de l'Université technologique de Compiègne. Et moi, ma question, c'était que cela apporte-t-il personnellement de se surpasser, d'avoir l'audace de se surpasser? Riyad? Vas-y, Riyad, vas-y. Ben, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais de nature un peu agitée. Je vous ai expliqué au début. Et donc, quand tu es de nature agitée, tu as tendance, entre guillemets, quand tu as une contrariété ou quelque chose, à utiliser ton physique pour t'exprimer, parce que tu n'as pas forcément les mots ni l'intellect, voilà, tu n'es pas encore bien forgé dans ta tête, et donc quand tu tapes sur un camarade parce que tu ne sais pas, ou ça t'énerve ou machin, et parce que dans la vie, les douleurs ou les injustices fait que tu deviens quelqu'un de violent, le sport permet de pacifier ça. Et tu sais, j'ai vite compris que dans la cour de récréation, si je m'exprimais un peu violemment physiquement, j'étais puni. Si je le fais dans le sport, j'étais applaudi. Donc tu vois, si t'es pas trop bête, tu vas très vite du côté. Et c'est un espace qui permet d'exprimer sa nature un peu violente, sa nature un peu primaire. Et c'est pas négatif. C'est une réalité. On a chacun. Nous, on a des copains qui étaient plutôt, peut-être des artistes, des rêveurs ou autre chose. Et ils ont des natures. Il faut pas nier ça. On a chacun des natures différentes. Il y en a qui vont être passionnés de ça. Moi, quand je vois des amis là, qui sont là à observer des fourmis et à s'extasier devant le truc, moi, j'ai du mal à comprendre. Et lui, il ne comprend pas qu'on puisse se foutre sur la gueule. Mais c'est normal, tu comprends ce que je veux dire. Donc, ce qu'il faut, c'est que quelque part, le sport puisse être un terrain où chacun, le gars qui aime bien les trucs stratégiques, qui fait des échecs... c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour chacun, il y a un sport. La personne qui aime bien méditer, qui fait du yoga et tout ça. Et c'est ça qui est magique dans le sport. C'est qu'à un moment donné, ta matière physique, ton corps, ton être, peut s'exprimer dans une discipline qui permet d'évacuer ton toi profond, quoi. Voilà, tu te retrouves avec toi-même, et puis tu fais de mal à personne. Parce qu'il y a des règles. C'est cadré, voilà, il y a des fois des arbitres, des machins, mais tu sais que tu peux y aller. C'est-à-dire que si tu choisis de faire la boxe, l'autre qui vient sur le ring, il sait qu'il va se prendre des coups et que tu vas te mettre des coups. Donc c'est cadré. Et si tu le fais, si tu ne cadres pas ça, si tu retires le sport, si tu retires l'art, si tu retires la culture dans les quartiers, dans les écoles, dans les machins, on va devenir des sauvages. Et ça permet de pacifier et de faire grandir son humanité. Juste un petit éclairage sur le sport. J'ai entendu encore il n'y a pas longtemps des DRH qui disaient moi, dans un CV, je regarde les gens, ce qu'ils font comme sport, ce qu'ils ont mis comme sport. Et quand on a été athlète de haut niveau, on peut être un grand professionnel. Je suis sûr de ça. Quand on a été un athlète de haut niveau, on peut devenir un grand professionnel, mais je suis sûr aussi que ça peut ne pas marcher. Et je suis sûr qu'en France, tout le monde ne trouve pas sport à son pied. Regardez bien, dans la vie des uns et des autres, on a choisi un sport de temps en temps parce que son frère le faisait, parce que c'était pas loin de la maison, parce que c'était possible pour venir après les courses. On a un mal fou à trouver un sport qui colle à chacun d'entre nous. Le sport, c'est d'abord une activité physique, souvent. Alors, on parlait tout à l'heure d'échecs aussi, qui est un sport cérébral, ou la pétanque, qui nécessite moins d'activité physique, mais qui nécessite des vraies qualités physiques. Et on a un mal fou à sélectionner le sport dans lequel on serait bon. L'Allemagne de l'Est, à la mauvaise époque, faisait des biopsies musculaires aux enfants très tôt et diagnostiquait si vous aviez des fibres blanches, qui sont les fibres les plus toniques, ou des fibres rouges, qui sont les fibres les plus endurantes, en majorité. On est à peu près à 60-40 tous. Et il disait à un gamin, toi, tu seras meilleur pour le marathon, toi, tu seras meilleur pour l'escrime, toi, tu seras meilleur. Et c'était évidemment pas ce qu'on attend ni du sport, ni de la démocratie, ni de l'éducation. Ça avait un seul avantage, c'est que l'enfant savait qu'il avait des aptitudes dans le sport. Regardez le nombre de gens qui arrêtent le sport
parce qu'ils ont échoué dans le sport qu'on leur a proposé. Vous allez à l'école, on fait du foot, on fait du hand, on fait du basket, il faut toujours courir, on fait de la course à pied, il faut toujours courir. Et l'avantage qu'on a avec certains sports, je vais prendre le football américain, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes dans la salle, mais le football américain a un avantage, c'est que quelles que soient vos aptitudes physiques, vous pouvez jouer. Et même l'énorme balèze gros qui est devant, il est là pour empêcher que les énormes balèzes gros de l'équipe d'en face aillent casser la tête du numéro 10, c'est-à-dire du quarterback, qui lui doit organiser le jeu parce qu'il a des aptitudes, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est mieux coordonné, parce qu'il est plus endurant. Et moi, je milite en tout cas pour que chacun trouve sport à son pied, pour que chacun puisse avoir une activité physique dans laquelle il peut réussir un petit peu. Parce que quand tu vas faire du sport tous les samedis et que tu fais de la compétition, l'activité physique, c'est autre chose. On en a tous besoin d'activité physique. Mais le sport, il y a des règles et il y a souvent un vainqueur et un vaincu. Si tu prends des vestes tous les week-ends, il y a un moment, tu arrêtes le sport. Et tu n'arrêtes pas l'activité. La pire des phrases des parents, pour tous ceux qui sont jeunes, dites jamais ça à vos enfants. Finis ta saison, j'ai payé, et puis tu changeras l'année prochaine. L'autre, il a pris des vestes pendant 3 mois. Il va encore en prendre 6 mois. Assez vite, il va aimer les mathématiques et l'informatique. Parce que le sport, pour lui, c'est synonyme d'échec. Donc, donnons-nous chacun l'opportunité de réussir dans l'activité physique. Et les activités adaptées sont extraordinaires. Moi, j'ai permis à des enfants myopathes de faire de la sarbacane. Il n'y a qu'un truc à faire, souffler. C'est le seul truc qu'ils arrivent encore à faire pour certains enfants myopathes. Mais il est avec une arme, il peut toucher quelque chose à 5 mètres, à 10 mètres, et il devient dangereux, il y a des règles de sécurité, et d'un seul coup, le petit gamin dans son fauteuil, tu lui dis « Ah, attends, 2 secondes, il faut respecter la règle. » Jamais on fait ça. D'habitude, il se déplace, c'est nous qui sommes tous autour en disant oh, « Il va tomber, attention !» Là, d'un seul coup, il est en possession d'une arme, d'une règle, et il peut se transporter avec sa flèche un peu plus loin, juste en ayant la capacité de souffler. Alors si lui y arrive, je pense qu'on peut tous trouver du sport qui nous permettra de nous réaliser, et on parle toujours de se surpasser. Pour se surpasser, il faut déjà connaître ses limites et se réaliser. On a répondu à ta question ? Et si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose, il y a dans le plaisir de faire du sport, le moment où on arrive à surpasser l'obstacle. C'est-à-dire qu'au début, c'est très difficile. Quand on doit faire un 5000 mètres, on a du mal, on ne finit pas forcément le 5000 mètres. Et il y a ce moment qui est magique, quand on doit faire 5000 mètres et que finalement on fait 10 km sans aucun effort. Il y a quelque chose d'incroyablement fort. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on trouve très rarement dans la vie, il s'agit de l'émotion pure. Et cette émotion pure, c'est au moment de la victoire, c'est quelques secondes quand on a gagné, c'est les embrassades avec l'équipe quand on a perdu ou gagné, mais il y a un moment d'émotion pure. Et après, en fonction des sports, il y a aussi le rapport au corps. Bon, ça, c'est un autre débat, mais le fait de se sentir beau, fort, alors qu'on n'est pas forcément beau, mais on va se sentir bien, beau et fort dans son corps, et ça, c'est quelque chose, c'est une sensation incroyable. Voilà le plaisir de faire du sport. Qui a des questions dans la salle ? Je vous en prie, monsieur, on va vous apporter un micro. Si ? Pardon, j'ai sauté quelqu'un ? Alors, juste après. OK ? Allez-y, allez-y. Bonjour. Bonjour. Donc Thierry, je viens de la région lyonnaise. Donc le sujet, c'est le sport et l'audace. Donc c'est un grand sujet. Alors vous avez été très audacieux de la façon dont... En fait, c'est ouais, c'est pas le sport et l'audace, c'est le déplacement. Voilà. L'audace de se surpasser. L'audace de se surpasser. Ouais. Je pense que le plus audacieux, ça a été Olivier de dire qu'il est pour le dopage, parce que et je pense pas qu'il le pense tel qu'on l'a perçu nous. Quelques commentaires. Vous travaillez sur la chaîne cryptée. Barcelone 92, au mois d'août, Canal+ n'a passé que du sport à la télé pendant un mois. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter mon abonnement. Parce que j'ai dit non, le seul sport qui compte, c'est celui que tu pratiques. Et vous, à l'instant même, là dans la conférence, vous êtes bien rattrapé parce que vous avez dit allez au stade. Et je dirais aller au stade, c'est très important, mais n'y allez pas tout seul. Emmenez vos élus, votre député, vos maires, enfin le maire MAIRE, les gens du conseil municipal, emmenez-les au stade, quel que soit le stade, le plus proche de chez vous, le moins cher. Parce que, alors souvent le sport, celui que choisissent les mamans, c'est le moins cher. Enfin, c'était le cas pour moi. Et ça, c'est très important parce que je prends l'équipe de l'Olympique lyonnais féminine, qui a des super résultats. Ils ont 300 personnes au stade de Jean, il n'y a pas un élu. Je veux dire, aujourd'hui, ce dont souffre le sport, enfin il y a sport et sport. Le problème du sport, c'est que ça a besoin des médias, besoin d'argent, parce que c'est un peu toujours le nerf de la guerre.
Et le côté esthétique, le côté... Alors, les handicapés, c'est encore un autre sujet. Moi, j'oserais dire, si j'étais audacieux cet après-midi, j'ai eu de la chance, j'ai un cousin qui avait un accident de moto en 78, et je l'ai vu sur une planche à Saint-Genis-Laval, là, à l'hôpital, il est resté 6 mois allongé. Ce qui fait que, si vous voulez, ça, d'une certaine façon, ça a désacralisé pour moi le handicap. Ce qui fait que maintenant, les gens, quand vous êtes avec eux, qui sont en fauteuil ou pas, au bout d'un moment, quand vous êtes en train de dîner avec eux, eh ben, le handicapé, c'est pas forcément celui qui est en fauteuil, parce que celui qui est en face, qui a ses 2 jambes, me dit putain, mais qu'est-ce qu'il est con, lui. Et ça, désacraliser le handicap, le média, la télé, on n'a pas encore franchi le cap parce que ça fait trop peur. Donc ma question, elle s'adresse peut-être plus à Riyad qu'à Olivier, qui a sûrement des choses très intéressantes à dire par rapport aux chevaux. Mais les chevaux, c'est un côté un peu séduisant, c'est un peu démago, je trouve, moi. Mais bon. Allez-y sur la question. Alors par rapport à la question de Riyad, donc vous êtes encore dans la réalité du sport, en handisport, etc. Donc quel sera votre futur quand vous allez faire du sport comme tout le monde, j'allais dire, pas à un haut niveau, pour justement médiatiser ce sport, que les caméras se tournent un peu plus vers vous, etc. etc. Comment dirais-je ? Moi, j'ai déjà arrêté en réalité le sport de haut niveau, même si je continue. Dans ma tête, je vis sur mes acquis. Je ne suis pas en train de me projeter dans une carrière. Ma carrière, elle est derrière moi. Donc, en même temps, si je continue, c'est aussi entre guillemets par militantisme, parce que comme je suis devenu une personnalité du milieu, je sais que je peux porter des choses, et que en 2000, quand j'ai lancé une pétition pour qu'il y ait la reconnaissance de la médiatisation des Paralympiques, c'est un combat au quotidien. En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est pas juste que le sport paralympique ou le sport handisport soit reconnu dans les médias, c'est que tous les sports. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ce qui m'agace profondément dans ce pays, c'est que le sport féminin, que le sport universitaire, que le sport vétéran, que le sport scolaire, que le sport militaire, et tous ces sports, là, je vais faire un petit peu de patriotisme, on a des équipes de France quasi partout, et on n'est même pas au courant quand quelqu'un fait péter la Marseillaise à l'autre bout du monde. Et indirectement, ces sportifs-là sont nos représentants. C'est-à-dire, ils portent un peu de nous là-bas parce que dès qu'il y a une équipe de France, c'est avec vos impôts qu'on va aller batailler à l'autre bout du monde. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on ne puisse pas juste donner l'information de dire que voilà, telle personne a gagné. Juste l'information. Je ne demande pas qu'il y ait 2 heures de reportage sur lui, mais au moins une information. C'est ça qui est terrible. C'est de me dire qu'on a je ne sais pas combien de milliers de chaînes aujourd'hui dans le monde, et tout le monde fait la même chose. Et tout le monde veut être différent, et tout le monde veut expliquer que son truc est original, en mettant tout le temps les mêmes footeux, en mettant tout le temps les mêmes basketteurs, en mettant tout le temps les mêmes gars de la Formule 1 ou les mêmes cyclistes. Donc à un moment donné, il y a un truc qui est absurde. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre cette logique. C'est ça qui j'ai du mal. Et l'audace aujourd'hui, ça serait une chaîne qui se monte et qui, à un moment donné, parle de tous les sports. Mais comme dans la culture, moi, je suis toujours à me poser la question, puisque tu dis les pays, si on autorise le dopage, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un dopage parce qu'il y a une personne ou 2 personnes qui décident de dire c'est ce sport-là, ou alors c'est cet artiste-là? Pourquoi on ne donne pas la visibilité à plusieurs échelles? Moi, j'ai joué professionnel en Italie. Je suis désolé. Il y avait des chaînes locales. Les chaînes locales, elles parlaient des gamins, des poussins, des féminines, des vétérans, parlaient de tout le monde. Il y avait les résultats des matchs et on pouvait s'informer. Et là, l'audace, ça serait peut-être aujourd'hui d'arrêter de tous aller dans le même sens. Et je vais partir sur un truc qui n'a plus rien à voir, mais je pense que dans notre pays, on a un gros problème d'identité. Parce qu'on n'a pas compris qu'en réalité, aujourd'hui, un citoyen n'avait pas qu'une seule identité, qu'il avait une identité multidimensionnelle, avec lui en tant que personne, sa famille, son cercle d'amis, ses collègues de boulot, son quartier, sa ville, son département, son pays, son continent, et à l'échelle de la planète et de l'univers. Et si on arrive à comprendre un peu tout ça, je pense qu'on va pouvoir, entre guillemets, être un petit peu plus audacieux, parce que quand on va nous parler d'un sujet, on va se dire, on s'adresse à quelle identité là? Tu vois? Parce qu'à un moment donné, moi, quand les équipes perdent tout le temps, alors que je sais qu'à côté, j'ai des équipes qui gagnent,
j'ai plus envie d'avoir une bonne nouvelle qu'une mauvaise. Et quand on prend du temps, mais alors un temps incroyable pour nous expliquer les problèmes, c'était marrant parce que hier il y avait je me souviens plus de son nom, de cette une dame d'origine chinoise, et qui disait, ce qui est assez étonnant dans ce pays, c'est qu'on est tout le temps en train d'analyser les problèmes, d'évaluer les problèmes, et on n'analyse pas les solutions et on n'évalue pas les solutions. On est tout le temps à quantifier le problème, mais pas la solution. Et ben, c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on est là, qu'on se fixe un peu sur le sport, parce que le sport est quelque part le reflet de la société. Donc, et l'audace serait qu'à un moment donné, voilà, on dise, comme tu le dis, aller dans les stades, mais moi j'ai envie que vous écriviez aux médias en disant « Eh oh, il y a des milliers de femmes, d'enfants et d'autres qui font aussi, qui pratiquent et qui font des choses vraiment superbes. » quoi. J'ai bien entendu le message. Une question. Bonjour à tous, je m'appelle Monica, je suis étudiante à l'ESSEC. Alors finalement, on est tous audacieux, on est tous à un certain moment, on va tous se donner un objectif complètement fou, viser l'impossible, mais parfois l'audace ne suffit pas. Je pense surtout au stress, par exemple, qui est un élément quand même très déstabilisateur, puisqu'on peut très bien être prêt et avoir une très très bonne préparation, mais le jour J, ne pas donner le meilleur de soi-même. Donc est-ce que vous auriez des conseils par rapport à ça? Merci. Riyad, Olivier, effectivement, le jour venu, le moment venu. La première audace, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est s'accepter. Ne pas être fataliste, s'accepter soi-même. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de devenir un grand champion, un grand artiste, un grand politicien, un grand chef d'entreprise. Si vous arrivez à prendre du plaisir dans votre quotidien, moi j'ai vu un mec qui était, comment, il s'occupait, un éboueur qui s'occupait des poubelles, et lui c'était son kiff parce qu'il courait derrière le camion, il s'entraînait parce qu'il faisait des courses, des marathons, des crosses et des machins, et que lui c'était son entraînement, son métier c'était son entraînement, et il trouvait ça génial parce que pour lui c'était important que la ville soit propre. Mais c'est génial, quand à un moment donné tu as conscience de ce que tu fais, et que tu sais que dans la dimension que tu fais, eh ben, prendre les poubelles pour qu'on soit dans un pays qui soit propre, génial. Et là, le problème, c'est qu'on a tendance, comme dans le sport, à orienter vers une élite, vers un exemple, et on dit tous, allez vers ce sens-là, c'est ça le sens de la vie. Mais c'est de la connerie. Franchement, la première audace, c'est de se chercher, d'aller et d'accepter ce que l'on est. Et après, comme on disait tout à l'heure, l'audace, pour moi, de se surpasser, c'est d'aller chercher l'impossible, certes, mais d'aller chercher le possible aussi. Parce que des fois, comme tu le dis, faire un examen, pour certains, ce niveau-là de stress, parce que la timidité, parce que l'échec, parce que son environnement familial, culturel, religieux ou je ne sais pas quoi, lui interdit des choses, et que déjà à ce niveau-là, c'est un pas. C'est comme tu disais avec les personnes myopathes, respirer, souffler, c'est un truc. Mais vous, si je vous parle de respirer, vous ne posez même pas la question. Ça rentre, ça sort, c'est naturel. D'autres, non, c'est un challenge. Donc le niveau de challenge, il n'est pas par rapport à la société, il est par rapport à soi-même. Et la vraie audace, c'est ça. C'est d'aller chercher au fond de soi-même qui on est et quels sont les niveaux et où est-ce qu'on veut aller. Et après, là, on se surpasse. Mais on n'est pas tout de suite obligé d'aller dans l'exploit, dans la compétition, dans le machin. Moi, quand j'ai commencé le sport, je vous dis franchement, la compétition, ça me faisait chier. D'ailleurs, en natation, je me faisais embrouiller parce que je n'étais pas le plus sérieux. Parce que je déconnais, je sautais à l'envers, je faisais le kéké. Bon, j'avais la chance, parce que je gagnais des médailles. Mais celui qui fait ça et qui ne gagne pas de médaille, je peux vous dire qu'on lui botte le cul et on ne le revoit plus en équipe de France. Donc, il y a ce côté personnel, votre histoire à vous. Vous avez une origine. Votre origine, vous y êtes pour rien. Mais par contre, ce que vous allez construire demain, vous y êtes pour quelque chose. Et c'est là, c'est en comprenant vos racines que quelque part, vous pouvez développer vos branches et vos feuillages et vos machins. Donc, allez chercher ce que vous êtes et devenez ce que vous voulez devenir. Et c'est là où vous vous surpassez. C'est quand vous allez faire l'effort, parce que l'étape 1 de s'accepter, l'étape 2, c'est de dire « je veux devenir ça ». Et là, on se surpasse. Pour combattre le stress, Olivier ? Après le dossier du dopage, le dossier du stress. On pourrait faire 1h30 sur chaque truc. C'est presque, on pourrait presque la même chose. Le stress, c'est pareil. Enfin, tout le temps, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant comment vous faites, comment on pourrait faire pour contrer le stress. D'abord, c'est super d'en avoir.
contrairement à ce que les gens pensent, c'est bien le stress, c'est bien... Alors, on ne va pas le définir parce qu'on y mettrait 3 jours, mais en tout cas, le stress, c'est, on va dire, les éléments physiologiques et psychologiques parasitants d'une action. On va dire ça, on va rester là-dessus. S'il n'y a pas de spécialiste dans la salle, c'est mieux. Mais apprendre à gérer son stress, c'est exactement ce qu'on fait dans le sport. Par exemple, pour revenir sur le sport, c'est exactement ce qu'on apprend dans la culture. Les cours de théâtre devraient être obligatoires à l'école. On fait théâtre en option. C'est stupide. Ceux qui vont faire du théâtre en option, il y a deux catégories. Ceux qui sont très bons pour faire du théâtre et ceux à qui on a dit « ça te ferait du bien de faire du théâtre ». Dans les 2 cas, je ne te dis pas l'équipe avec laquelle tu es. Des champions du monde et des gens qui débutent. Ça peut être facile à gérer. Mais le stress, pour répondre à ta question, il en faut. On en a tous, à un moment ou à un autre. Ce qui ne va pas, c'est quand le signe qui t'est envoyé par ton corps, tu ne le connais pas et que tu ne sais pas comment le gérer. Quand quelqu'un devient tout rouge quand il parle, ça s'arrange encore. Quand il lui sort des plaques, c'est plus compliqué. Quand il bégaye, c'est l'enfer. Quand il se met à trembler, c'est difficile. Mais si c'est jamais arrivé à personne, ça, c'est qu'il n'a jamais tenté un moment d'aller chercher cette limite-là. Là, on parlait de l'audace, de se surpasser. Le stress, c'est là où ton corps ou ton cerveau te pose une limite en disant « ça, tu vas avoir du mal à le faire ». Et comme dans les entreprises, comme dans le management, il faut s'y préparer, il faut s'entraîner. Dans le sport, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un rétro-planning. C'est-à-dire qu'on veut être champion du monde le 7 juillet, et ben on s'entraîne 4 ans avant, et puis on commence à faire de la préparation physique générale, spécifique, de l'endurance, de la résistance. C'est pareil pour nos examens, c'est pareil pour un chef d'entreprise. On travaille en ce moment sur un fonds de développement économique, et on voit des chefs d'entreprise arriver devant nous, brillantissimes dans leur dossier, et physiquement carbonisés. Le gars, ça fait 10 fois qu'il explique son truc, qu'il cherche de l'argent, qu'il joue sa vie à chaque fois qu'il est devant un fonds d'investissement, parce que si le fonds dit oui, tu prends tout de suite un peu d'argent, donc tu peux continuer ton aventure. Et on voit bien qu'il ne maîtrise pas ni son corps, ni ses réactions psychiques. Et le stress, c'est quelque chose qu'on devrait nous enseigner tout petit, en nous disant, voilà, c'est normal, ça ne va pas faire mal, tout va bien, tu vas le gérer, et tu vas le gérer comme ça, toi en respirant mieux, toi en luttant contre ton hyperactivité ou agressivité, en faisant des exercices juste avant de te présenter devant quelqu'un. Et on devrait plutôt avoir des programmes spécifiques, peut-être changer le mot, parce que stress, c'est quand même très véhiculé. J'ai trop de stress, je fume parce que j'ai du stress, je me drogue parce que j'ai du stress. Le stress est très, très connoté négatif, alors que moi je pense que c'est le stress qui nous fait avancer. Je tiens à rappeler qu'on ne respire que parce qu'il y a du CO2 dans la pièce. C'est-à-dire que si vous mettez que de l'oxygène dans cette pièce-là, on va s'arrêter de respirer. On va s'arrêter même de fonctionner. C'est parce qu'il y a du CO2 que notre organisme est construit sur le fait de lutter, enfin de survivre, parce que c'est plutôt ça le but, survivre au départ et après essayer de vivre. Mais le stress, c'est super bien, il faut juste savoir qu'on en a et comment on lutte contre et le gérer. Voilà. Ne craignez pas votre stress. Dopez-vous pour compenser le stress. Non. Avant vous, on va vous passer, mais rapprochez-vous, madame, parce que vous êtes tout au bout, rapprochez-vous et on va vous passer le micro, vous allez pouvoir poser une question. Je vous en prie. Que Riyad et Olivier puissent vous voir. C'est très bien, merci. Pardon. Bonjour. Je suis en train de monter un projet concernant un accès populaire et démocratisé au sport et à ses valeurs. Et je voulais poser une question à Riyad. Dans les valeurs liées au sport, je travaille plus spécifiquement, enfin je réfléchis à tout ce qui concerne l'apprentissage, voire le goût de l'effort dans la perspective d'arriver à un aboutissement, à un résultat. Vous êtes champion olympique, vous avez réussi à vous surpasser. Et il y a aussi une chose qui me semble importante et qu'il faut pouvoir expliquer, c'est une fois la victoire acquise, comment on vit après l'objectif atteint. Est-ce que ça doit être suivi d'un nouvel objectif? Est-ce que vos relations avec le monde qui vous entoure ont changé? Et quel message transmettriez-vous à un jeune qui a un objectif, lui aussi, d'arriver à gagner d'abord dans sa catégorie, ensuite au niveau de la France, ensuite au niveau mondial? Voilà. Parce que vous êtes quand même des exemples. Ouais. Il y a énormément de questions. Alors, vous inquiétez pas si d'un seul coup je pars un peu dans tous les sens, mais dans tout ce que je vais dire, il y aura la réponse aussi. En fait, ça dépend pourquoi vous faites du haut niveau.
Je te laisse 5 minutes parce qu'on risque d'être pris par le temps. Je vais le faire court. Si vous faites du haut niveau pour compenser quelque chose, pour prouver à papa ou à maman que vous faites partie des meilleurs parce que vous n'arrivez pas dans le quotidien ou, comme tu dis, le stress, machin, ça devient la roue de secours, le sport. Là, par contre, ça peut être assez dangereux. Parce que quand vous arrivez et que vous réussissez, c'est comme si vous preniez une grosse cuite et la gueule de bois le lendemain, elle est redoutable. Moi, j'ai vu des copains monter et puis se casser la figure après avoir gagné leur médaille. Parce qu'ils étaient dans un objectif de vengeance ou de revanche de quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Moi, je me suis embarqué dans le sport par passion. Vous voyez, donc c'était le jeu, c'est le plaisir. Et si je dure, c'est parce que je m'amuse, je m'éclate. Si je ne m'éclate pas, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a cette petite bulle d'euphorie dès que vous arrivez à atteindre. Et alors moi, la différence des autres, c'est waouh, on a réussi. Et maintenant, demain. Donc je me projette assez vite sur demain. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on sait pertinemment que si on n'alimente pas, le demain, le présent peut devenir très vite une angoisse. Donc il faut très vite se redonner un challenge, que ce soit sportif ou autre, mais un challenge de vie. Et c'est vrai que c'est assez redoutable parce qu'à partir du moment où vous réenclenchez le challenge, vous savez que demain, c'est peut-être pas vous qui aurez la médaille. Donc il faut aussi avoir quelque chose d'un peu, voilà, un peu humble en se disant, c'est la vie, je vais tout faire pour y arriver, mais si j'y arrive pas, c'est pas la fin du monde, quoi. Et si vous n'avez pas un peu cette philosophie, bah souvent, soit vous vous arrêtez et vous vivez pendant des années avec votre médaille en expliquant que vous étiez le champion de l'époque. Et donc, bah, votre présent, c'est votre passé qui le construit, ce qui est un peu dommage si vous n'avez pas autre chose, si vous n'avez pas enclenché autre chose. Donc, ça peut être très dangereux, comme au contraire, ça peut être un tremplin pour encore grimper des échelons. Il y avait une question, madame, je vous en prie. On vous apporte un micro. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Laura. Je voudrais savoir, l'audace, pour avoir de l'audace et pour se surpasser, il faut beaucoup d'énergie. Vous avez l'air d'en avoir énormément, tous les trois. Et forcément, il y a des moments où l'énergie baisse, hein, où on pique du nez, c'est la vie, c'est normal. Quel a été l'impact des autres, de votre entourage? Est-ce que c'est très impactant pour vous? Comment vous allez chercher l'énergie que vous avez plus à des moments où c'est compliqué? Et puis, et le retour de ça, c'est vous, quand vous voyez quelqu'un qui est très audacieux, généralement, et qui a toujours cette belle énergie, et qui pique du nez pour une raison, pour une autre, comment vous faites pour l'aider? Comment vous arrivez à aller vers lui? Et qu'est-ce que vous lui dites? Il y a beaucoup de questions là aussi, hein. C'est intéressant. On fait beaucoup de choses pour soi et beaucoup de choses pour le regard des autres, tout le temps. Vous allez écouter les gens, ils vont vous dire je fais ça en souvenir de quelqu'un qui m'était cher, qui est décédé, je fais ça pour prouver quelque chose à quelqu'un que j'aime, voilà. Évidemment que tous les gens qui ont de l'énergie, vous disiez un mot qui est intéressant, belle énergie, c'est marrant ça, il y a de l'énergie, il y a des gens qui sont énergiques, et puis je pense qu'on a tous notre énergie. Il y a des gens qui sont énergiques vers l'extérieur, ce qui nous ressemble un peu, on n'hésite pas à parler, on est content de venir parler, de se mettre sous la lumière, on nous a posé la question, on dit ouais, chouette. Puis il y a des gens qui vont rester dans l'ombre et qui ont la même belle énergie. Ce qui compte, c'est qu'il y ait autour de vous des gens qui ont une belle énergie, des gens qui vont recharger vos batteries par un regard, par une consolation, par un encouragement, et c'est ça qui fait la différence des grands managers, des grands dirigeants. Regardez bien autour des grands dirigeants, vous avez des gens qui ont des exceptionnelles énergies autour d'eux, pour eux. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'énergie pour eux. Ils ne veulent pas passer dans la lumière, ils veulent aider celui qu'ils ont choisi, alors que ce soit dans la politique, dans le sport, c'est pareil. Ils ont choisi de le booster, et c'est sa réussite à lui qui fait leur bonheur à eux. Et donc, ce qui est important quand quelqu'un dégringole, parce que évidemment, il y a plein de gens qui dégringolent, c'est d'essayer de le faire réfléchir sur ce pourquoi il le faisait. Parce que dès qu'il aura verbalisé ça, il aura compris pourquoi ça lui fait mal de dégringoler. Ce qui est intéressant, c'est justement de vivre ces moments de montée et de descente. Je connais personne qui soit toujours au top tous les jours, toujours bon et toujours dans la belle énergie. Ce qu'il faut, c'est construire autour de soi une équipe, alors que ce soit une équipe de sport, mais ça peut être une équipe de boulot, ou une équipe familiale, une équipe de proches,
vous avez des amis comme ça qui sont proches de vous, vous êtes à côté d'eux et vous ne savez pas pourquoi, mais ça va bien. Et ben c'est ceux-là qu'il faut trouver dans le travail, c'est ceux-là qu'il faut trouver dans le sport, constituer un team pour que justement, au moment où ça dégringole un petit peu, les uns et les autres amènent leur propre énergie à celui qui est devant. Dans le sport, on parlait tout à l'heure de pilote de Formule 1, il y a un mec dans la voiture, ils sont 450 à travailler tout le temps pour lui, et des fois même juste pour serrer l'écrou. Mais s'il ne serre pas bien l'écrou, c'est un peu compliqué. Hein. Donc ce qui va compter, pour répondre à votre question, c'est d'abord d'avoir ces énergies-là tout autour de soi, le plus proche possible de vous, pour pouvoir toujours avoir la volonté alors, de vous surpasser, mais en emmenant les autres avec vous, parce qu'il n'y a pas de belle victoire qui ne soit partagée. Il n'y a aucun sens à faire quelque chose de joli si vous le faites tout seul dans votre coin. C'est ce en quoi les médias sont importants, ou les spectateurs sont importants, parce que gagner, c'est encore plus beau quand il y a des gens dans la pièce qui vous encouragent et qui envoient vers vous leurs propres émotions, leurs propres ambitions, et de votre victoire, en ressentent du plaisir. Hein. L'équipe de France de foot, elle gagne, et tu as la France dans la rue qui dit ouais, c'est super formidable. Tout le monde a que des emmerdements, mais ce moment-là, c'est un moment de partage parce qu'on a transposé nos émotions vers quelqu'un d'autre qui les a portées haut et que sa victoire, c'est la nôtre. Donc, dans votre cercle proche, moi, ce qui m'intéresse quand quelqu'un va pas bien, c'est d'essayer de lui faire repérer les gens pour qui il compte malgré la défaite. Parce qu'il y a plein de gens pour qui vous comptez même quand vous perdez. Hein. Riyad ? C'est vrai que là, on nous prend nous comme exemple, on est champion, mais comme tout à l'heure je disais, on a une identité multidimensionnelle et après, à quel niveau on veut mettre son audace? On n'est pas tout de suite obligé d'aller au jeu pour essayer d'exister. C'est-à-dire que pour moi, l'audace, c'est vraiment quelque chose qui est dans le quotidien. C'est voilà, c'est quelque chose qui s'alimente, c'est une guerre quotidienne parce que, comme vous disiez, tous les jours c'est pas rose, tous les jours c'est pas le top, mais tous les jours vous pouvez faire le choix de faire en sorte que ça le devienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas subir. Ne pas subir. Et en plus, si vous avez la chance d'avoir un environnement qui vous permet de vous appuyer pour, entre guillemets, ne pas subir cette morosité, ces malaises, ces petits malheurs du quotidien, eh ben oui, ça permet, entre guillemets, de réduire tout ça et peut-être d'être dans une audace saine, quoi, dans un quotidien qui vous permet de mettre un petit peu de bonheur tout le temps. Et après, le truc qui moi, me perturbe un peu dans l'audace, c'est dès que vous avez des gens qui peuvent être avec des projets un peu farfelus et machin, et qui d'un seul coup, parce qu'on parle de l'audace, que ça devienne un phénomène de mode et qu'il faut qu'on aille sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, aucune générosité collective. Moi, ce qui m'intéresse dans l'audace, c'est quand ça ne retire à rien à l'autre et que quelque part, au contraire, ça nous bonifie, ça bonifie les autres. Voilà, les margoulins ou les machins ou les arnaqueurs qui vont dire ah ouais non mais attends j'ai un projet, tu vois, il faut y aller, c'est à fond. Tout ça pour essayer de s'enrichir personnellement et de faire du gras. Moi ça m'embête un peu. Donc il faut aussi faire attention à ce que l'audace reste généreuse, qu'elle ait une intelligence de cœur et que cette folie entre guillemets du risque, ça ne mette pas en danger les autres et que ça ne voilà. Le gars qui va picoler, prendre sa voiture et puis faire du slalom sur l'autoroute et cartonner quelqu'un, franchement, je trouve pas ça du tout audacieux, c'est plutôt très con. Vous voyez, il y a une limite aussi à discerner pour pas qu'on tombe dans l'angélisme de l'audace et que n'importe quel risque voudrait dire waouh, bravo, non. Pour avoir de l'audace, pour avoir cette énergie dont vous parliez, madame, il faut se donner de temps en temps le droit à la paresse, parce que c'est celle qui permet de construire. De magnifier les idées, et surtout quand on s'accorde le droit à la paresse, les idées s'entrechoquent et c'est comme ça que naît l'audace. Et ça permet d'avoir de l'énergie pour aller beaucoup plus loin. En tout cas, c'est ce que je pense, et c'est ce qui vous permet d'être remarquable et d'être remarqué. Mais pas tout le temps, juste au moment où vous avez décidé et choisi. J'ai noté qu'il a parlé, Riyad, d'audace généreuse. Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'est avec cela qu'on va terminer, avec l'audace généreuse qu'a inventé Riyad. Moi, j'étais très content de participer à cet échange avant d'aller voir le Classico PSG-OM. C'était très bien de pouvoir ainsi échanger autour de l'audace de se surpasser. Ce fut un véritable plaisir de retrouver mon ami Olivier Lino, mon ami Riyad Salem. Et en tout cas, on a beaucoup appris dans les questions que vous avez posées, dans les regards que vous avez également posés sur nous. C'était intéressant parce que dans le non-verbal et le paraverbal, nous avons eu des tas d'informations aujourd'hui. Un grand merci, je vous souhaite une belle soirée.